Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Et ça y est, ils sont contents, ils ont enfin leur épisode sur la Formule 1. Non, parce que Vulgaire va avoir 3 ans et ça fait 3 ans que vous me demandez régulièrement d'aborder un sujet qui ne m'enchantait pas, la Formule 1. Mais là, j'avoue, j'étais un peu à sec. Je me disais, je sais pas quoi faire, il y avait rien qui me branchait. J'ai donc fait un petit appel sur Instagram pour savoir ce que vous aviez envie que je fasse. Et la première réponse a été la Formule 1. Et puis la 5e réponse aussi. Et aussi la 23e. Et la 72e. Bref, j'ai compris le message, je fais la Formule 1. Et même, j'ose le dire, je suis dans les starting blocks. Mais faut quand même avouer que c'est super chiant la Formule 1. C'est des mecs qui font de la voiture, on voit pas leur gueule, ça fait un bordel pas possible. Non, pour moi, la sanction est irrévocable, la Formule 1 quitte l'aventure. En plus, même en hôtel, c'est pas ouf. Non, franchement, je vous le dis, pour moi, la Formule 1, c'est non. Mais bon, pour vous, je me suis sacrifiée, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris et accrochez vos ceintures parce que c'est dense. Accrochez vos ceintures, voilà. Excellent. Donc la Formule 1, c'est un sport de voiture. J'ai bossé, vous avez vu ? Wow ! Depuis que l'homme est homme et que la femme est moins bien payée, les êtres humains ont acquis une envie folle, se comparer la taille de l'habit, aller plus loin que les autres. Plus loin et plus haut, bien sûr. Un peu comme les Watford. Le comptage officiel de taille de zizi motorisé a commencé en 1900, quand Jack Gordon Bennett Jr., un homme de presse américain passionné de sport et mécène, décide d'organiser la première course automobile internationale, la Coupe Gordon Bennett, où chaque pays pourra engager 3 voitures de conception nationale. En plus de la Coupe automobile Gordon Bennett Jr. est également le créateur de la Coupe aéronautique Gordon Bennett et du trophée d'aviation Gordon Bennett. Voilà. On peut donc dire que Gordon Bennett avait 1, de l'argent et 2, un ego encore plus gros que sa moustache de dandy. Et c'est Marine Baousson du podcast Marine Baousson qui a inspiré le spectacle Marine Baousson qui vous le dit. Alors petit fun fact quand même sur James, figurez-vous qu'il est dans le Guinness Book des records, mais pas pour l'organisation d'une course. Non, il est dans la catégorie plus grand faux pas de fiançailles. Bennett, il est arrivé ivre et en retard à la fête du manoir new-yorkais de la famille de sa fiancée et il a uriné dans la cheminée du salon devant tous les invités. Voilà. Et alors, contre toute attente, ça n'a visiblement pas fait l'unanimité. Il a même carrément dû quitter New York et il s'est installé à Paris. Voilà, il avait un double foyer un peu comme moi, mais je tiens quand même moi à vous préciser que si j'habite à la fois à Paris et à Saint-Brieuc, c'est pas parce que j'ai pissé dans la cheminée de la famille d'Elisa. Je sais me tenir. En 1906, la première course portant le nom de Grand Prix est organisée par l'Automobile Club de France sur 2 jours au mois de juin au Mans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de circuit construit spécifiquement. Donc la plupart des courses se déroulaient sur des routes publiques temporairement fermées. Et alors Cocorico, la première édition, c'est une Renault qui a gagné, pilotée par contre par un Hongrois, qui s'appelait Ferenc Szűz, donc c'est S-Z-I-S-Z, donc vraiment genre beaucoup de points au Scrabble. Et donc après 1238 km parcourus en 2 jours, ça a une moyenne de 101,2 km par heure. Voilà, apparemment chez Renault, ils lui ont dit « Ferenc, hongrois en toi », et il a gagné. Pas pour le fait qu'il était hongrois. Allez. Tous les coureurs avaient un mécanicien à bord et personne n'était autorisé à réparer ou travailler sur la voiture, sauf eux et les pilotes eux-mêmes. Bon, faut quand même savoir que les 2 tiers ont abandonné pour problèmes techniques, mais quand même. Alors pourquoi c'est Renault qui a gagné cette fois-là ? Eh bien c'est probablement parce qu'ils ont utilisé des roues détachables, développées par Michelin, qui permettent de changer les pneus sans avoir à démonter la voiture. Pratique ! Mais bon, chaque pays organise ses propres événements, mais il n'existe pas encore de championnat officiel pour les relier. Quand soudain, en 1924, on crée l'Association internationale des automobiles clubs reconnus, l'AIACR. Et donc l'Association internationale des automobiles clubs reconnus, eh bien en fait c'est pour réglementer les courses de Grand Prix. Finalement, ces règles sont abandonnées en 1928 en laissant les organisateurs décider de courir sans pratiquement aucune restriction, les gars ils sont en roue libre. Mais c'était l'époque de ce qu'on appelait la Formule libre, et ça a cartonné. De 1927 à 1934, le nombre de courses désignées comme Grand Prix va passer de 5 à 18 en 1934. Après la guerre en 1947, l'ancienne AIACR est réorganisée et rebaptisée Fédération internationale de l'automobile, la FIA, qui est quand même beaucoup plus pratique en termes d'acronyme. Elle annonce à la fin de la saison 1949 que les pilotes de 1950 s'uniront pour former un championnat du monde de Grand Prix pour les pilotes de Formule 1. Pour ça, un système de points est établi et 7 courses sont jugées appropriées pour le championnat. La première course du championnat du monde a lieu donc le 13 mai 1950 sur le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne. Et le premier champion du monde, c'est un Italien qui s'appelle Giuseppe Farina. Ou Joseph Farine, quoi, en français.
Et ça, c'était au volant d'une Alfa Romeo. Et depuis, ça roule, quoi. Il y a des compètes tous les ans. Alors au-delà des courses du dimanche, devant lesquelles on n'hésite pas à faire un petit roupillon bercé par le bruit doux et apaisant des moteurs, eh bien la F1 représente un travail de titan fait par des centaines de personnes au sein de ce qu'on appelle une écurie. Et même s'il n'y a pas loin de 1000 chevaux sous le capot d'une F1, évidemment non, les ingénieurs et autres mécaniciens ne travaillent pas chacun dans leur box, les pieds dans le crottin de cheval, avec comme collègues tempête, astuce et domino. Non, une écurie de Formule 1, c'est l'ensemble de l'équipe, de la partie technique, donc c'est-à-dire conception, construction de la voiture, tout ça, à l'équipe sportive. Bref. L'organisation d'une écurie est extrêmement bien huilée. Il y a des concepteurs, les ingénieurs, des mécaniciens, des cuisiniers, des entraîneurs. En gros, par exemple, ils sont plus de 700 à faire tourner l'écurie Red Bull. C'est énorme. Et évidemment, tout ça, ça coûte un paquet de pognon. Ou comme dirait Manu... On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Mais récemment, la Fédé a décidé d'établir une règle interdisant aux équipes de dépenser plus de 140 millions d'euros chacune, salaire des pilotes non inclus, histoire de garder un peu d'équité. Et c'est pas un truc de ouf, en vrai, on t'interdit de dépenser plus de 140 millions. Je veux dire, moi, si on m'interdisait de dépenser plus de 140 millions, ça changerait rien à ma vie, en fait. Intéressons-nous maintenant à ces petits bolides de Formule 1 qu'on appelle des Formule 1 ou des monoplaces, certainement parce que il n'y a qu'une seule place, parce qu'entre-temps le mécanicien s'est fait dégager de la voiture. Bref, ces bagnoles sont tout simplement des bijoux de technologie dont les inventions servent ensuite pour nos voitures à nous. Par exemple, les Kangoo, dedans, il y a des pièces inspirées par celles inventées pour les Formule 1. En gros, vous voyez comment sont construites les fusées ? C'est pareil, c'est un programme spatial pour la route, le bordel, un programme routal. Tout est pensé, conceptualisé par des ingénieurs qui travaillent plusieurs années sur un modèle. Avant, les écuries et les constructeurs automobiles n'étaient pas forcément les mêmes, mais depuis 1983, chaque équipe design et fabrique sa propre voiture. Tout est fait sur mesure, sachant qu'une monoplace comporte 12 000 pièces, qu'il faut 300 experts à peu près et 15 mois de travail pour la créer. C'est une sorte de très gros Lego technique, tout ça pour qu'un Gugus gaspille du champagne à la fin. Voilà, je juge pas, mais quand même. Le premier truc qui bosse dans les écuries, c'est la pièce méga importante, c'est le châssis. Le châssis des automobiles est une structure rigide qui sert à soutenir toutes les différentes parties d'une voiture directement liées au roulage. Au cas où vous saviez pas quoi. Donc ça brainstorm, ça design, ça se modélise, bref, chacun cherche son châssis. Les châssis ils sont faits en carbone parce que le carbone c'est aussi résistant que l'acier ou l'aluminium, mais c'est aussi beaucoup plus léger et rigide. En gros, ça combine sécurité et performance, un peu comme les capotes seconde peau. Le châssis est ensuite testé pour vérifier son aérodynamisme. Et comme pour un avion ou Superman, le but de la voiture est d'aller le plus vite possible à travers l'air afin de gagner de précieuses secondes dans la course du zizi le plus rapide. Sauf que l'avion ou Superman, leur but c'est de voler alors que la voiture, son but, c'est de rester au sol. Oh, on l'avait pas vu venir celle-là, merci Sherlock. Élémentaire, mon cher Watson. N'empêche, je me disais, élémentaire, ça pourrait être un très bon nom de salon de coiffure. Ça existe déjà. Ah bon ? Et est-ce que quand tu vas là-bas, on te dit « Vous voulez quelle formule ? La Formule 1 ? Attention, ça décoiffe !» Allez. Grâce à la forme très spécifique des monospaces... Hello, c'est Antoine le monteur de Vulgaire. Marine veut bien dire monoplace et non monospace, le véhicule familial somme toute pratique mais quand même beaucoup moins rapide que les Formule 1 il me semble. La pression est plus élevée au-dessus et plus basse en dessous, ce qui permet d'aspirer la voiture vers le bas. L'objectif, c'est d'aller plus vite, mais aussi surtout de garder le contrôle. C'est pourquoi ils cherchent toujours à innover. Et même si c'est pendant l'intersection que germent les grandes idées de conception, parfois étranges, comme il y a un moment il y a eu un truc qui s'appelait la Tyrrell à 6 roues en 76. Donc en gros il y avait 2 roues à l'arrière et 4 roues à l'avant. Bon, ça n'a pas convaincu visiblement. C'est tout au long de la saison qu'il y a aussi des changements, des améliorations pour essayer d'avoir la meilleure voiture. D'une course à l'autre, voire même parfois d'un jour à l'autre, la voiture peut être complètement différente. Parfois, il y a un petit changement de dernière minute, et puis parfois, le petit changement de dernière minute, c'est une bonne idée, ça fait gagner la course, et puis parfois, c'est pas du tout une bonne idée. Ça marche aussi dans la vie, Voilà, petite pensée à toutes mes sœurs qui ont tenté la franche sur un coup de tête. On est ensemble. En Formule 1, si évidemment le pilote est important, la compétition s'articule aussi autour de la voiture elle-même. Parce qu'en fonction de la qualité du véhicule, il est quand même plus facile de gagner. Je vous l'ai dit, il y a quand même plus de 900 chevaux sous le capot d'une F1. Ce qui, pour moi, malheureusement, ne veut absolument rien dire. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans une Formule 1, on peut passer de 0 à 200 km/h en un peu plus de 4 secondes. Et que cette voiture, elle peut atteindre les 360 km/h. Je pense que c'est à peu près la même vitesse qu'il y a dans Taxi, le film. Et on va pas se mentir, c'est trop rapide. Moi, j'ai peur quand je suis à 100 km/h. Donc voilà, un trait danger, 2 traits sécurité. Voilà. Et à cette vitesse, comme moi, là, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une bonne adhérence. Voilà, je vous cache pas. Puis une bonne assurance aussi, mais ça n'a rien à voir.
Bref, grâce à la déportance générée par les bolides, alors la déportance, ce que c'est évidemment ça n'a rien à voir avec les nazis, on pourrait croire que, mais vraiment non, pas de nazis, et c'est tant mieux. La déportance, c'est juste la force qui maintient la voiture collée au sol et augmente l'adhérence. Et grâce à elle, la voiture, elle pourrait adhérer aux parois d'un tunnel tellement c'est puissant. Les monospaces Non, monoplace. sont donc littéralement plaqués au sol, et quand ils freinent, les pilotes doivent utiliser toute leur force, encaissant 5 fois leur poids à cause de la force centrifuge. Il faut quand même être hyper entraîné, et pas très épais du coup. Et d'ailleurs, en parlant de poids, il y a des règles très strictes en Formule 1 et un poids minimum à respecter. En 2023, la voiture doit peser 716 kg sans pilote et 796 avec le pilote. Et d'ailleurs, pour éviter de désavantager les pilotes les plus grands, donc plus lourds, ou pour éviter à certains d'avoir à perdre du poids pour compenser l'embonpoint de leur voiture, le poids du pilote est séparé de celui de la monospace depuis 2019. Monoplace. Si un pilote est plus léger que les 80 kg réglementaires, son fauteuil sera lesté afin d'atteindre le poids attendu. Donc autant vous dire que je ne suis pas pilote, mais que moi, on n'a pas besoin de lester la voiture. À puissance égale, une voiture plus légère ira plus vite et subira moins les lois de la physique. Moins d'inertie, c'est donc moins besoin de puissance et plus d'efficacité en virage. Voilà, ça permet aussi de limiter l'usure des pièces. Mais entrons dans le vif du sujet, si je puis dire, et mettons les mains dans le cambouis et allons voir ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de ces bolides. Intéressons-nous donc de plus près à l'objet de tous les fantasmes, le livre de Bruno Le Maire. Non, je veux bien sûr parler du moteur. Un concentré de technologies et de matériaux innovants qui requiert l'attention de plusieurs mécaniciens et d'une flopée d'ingénieurs pour le faire fonctionner. Ce moteur, c'est donc depuis 2014 le V6 turbo hybride 1,6 litres. Et là, je vous cache pas que j'ai un petit peu l'impression d'être dans Pimp My Ride, vous savez ? Wow, what a beauty! Waouh, quelle beauté! Je suis à 2 doigts de lâcher ma larme sans déconner. Regardez-moi ce V6 turbo 1,6 litre. Franchement, c'est un bijou. Je pourrais me marier avec un moteur pareil et lui faire des mômes. Je les appellerais Valentin, Vénus, Valérie, Vivien, Véronique et Victor. Les V6, excellent! L'autre élément essentiel de la monospace, Monoplace. c'est la boîte de vitesse. Il s'agit d'une boîte semi-automatique à commande hydraulique. Alors, mis à part pour le démarrage, le pilote n'a pas à utiliser son embrayage comme sur une boîte automatique. En revanche, c'est bien lui qui définit le passage de vitesse en pressant sur les palettes derrière le volant. Oui, il n'y a pas de levier de vitesse. Voilà, à 300, t'as plutôt envie de garder les 2 mains sur le volant à 10h10 comme t'as bien appris à l'auto-école. Dans sa F1, le pilote n'a pas à lever le pied de l'accélérateur, ce qui permet de gagner quelques précieux centièmes à l'accélération. Pied plat, je la miss, comme dit ma pote Lola quand il s'agit d'attaquer une soirée alcoolisée. A noter que ces systèmes sont mis à rude épreuve. Sur un circuit comme Monaco, par exemple, ce sont près de 4000 changements de vitesse qui peuvent être réalisés en une seule course. Et une boîte de vitesse doit tenir 6 courses d'affilée selon le règlement. Un changement non planifié d'une boîte de vitesse entraîne une pénalité de 5 places sur la grille de départ. Bon, évidemment, si la boîte est cassée pour des raisons indépendantes de l'équipe ou du pilote, on peut la changer sans pénalité. Mais avoir une bonne machine, c'est bien, mais il vaut quand même mieux avoir un bon pilote à l'intérieur. Par exemple, c'est très très compliqué de doubler en Formule 1. Bon, déjà parce qu'il n'y a pas de clignotant sur ce type d'engin, donc c'est pas du tout pratique. Mais par contre, il y a depuis 2011 la possibilité d'utiliser un truc qui s'appelle le DRS. Le DRS, c'est le Drag Reduction System, merci pour mon accent. C'est pas du tout un système mis en place pour réduire les drag queens, mais en revanche, c'est un système de réduction de la traînée. En français, c'est un dispositif mobile monté sur l'aileron arrière qui permet de laisser passer un peu plus d'air. Vous savez, ça s'ouvre un peu sur l'aileron, puis il y a un truc qui se lève, un peu comme les trucs des avions en fait. Et ça permet de laisser passer plus d'air afin de gagner en vitesse lors d'un dépassement. C'est un peu comme un boost dans Mario Kart si vous voulez, mais attention, il n'est autorisé que dans certaines zones du circuit et principalement en ligne droite. Il est temps à présent de se rapprocher du paddock, de sentir la gomme usée et de ne plus s'entendre parce que ça fait un bruit de ouf ces engins. Alors ce que j'appelle le paddock, c'est l'espace dédié au stand des écuries. C'est là qu'ils installent toute la logistique qui permet la préparation et l'entretien des voitures. Et comme dans tous les paddocks, bien évidemment, il y a un capitaine, le capitaine paddock. Il n'est donc pas rare de l'entendre crier « Bande de bagibouzouk, arrêtez de jouer les astronautes d'eau douce de l'air de Brest !» Montre-toi donc, diplodocus, babois, mégalomane, flibustieux ! Non, l'écurie possède en réalité un directeur d'écurie, plus communément appelé team principal, d'un ou 2 directeurs techniques, responsables de la partie technique, et aussi d'un directeur sportif, team manager, responsable de la partie course, qui élabore les stratégies. Chaque écurie doit engager 2 pilotes et avoir 1 ou 2 pilotes de réserve en cas de défaillance du pilote titulaire. Chaque Grand Prix se passe sur 3 jours. Jour 1, entraînement ou essai libre. Alors ça se passe le vendredi et le samedi, et ça laisse quelques heures à chaque écurie pour appréhender mieux le circuit, effectuer les derniers réglages sur la voiture, choisir le type de pneu le plus adapté en fonction des conditions. Jour 2, les qualifs. Alors ça a lieu le samedi après-midi, et ça sert à définir la place sur la grille de départ.
En gros, en fonction de la pénibilité au travail, l'âge auquel vous avez commencé votre carrière, un éventuel handicap ou si vous avez été exposé à l'amiante, vous pouvez avoir le droit à un départ anticipé. Mais sinon, les autres, ce ne sera pas avant 64 ans après avoir validé vos 172 trimestres. Et oui, parce que sur ce coup-là, on s'est tous fait doubler. C'est Elisabeth Milborn qui a rabattu les cartes de la grille de départ, à la retraite. Mais pour le coup, sur la piste, c'est plus équitable et compréhensible. Le plus rapide sur un tour au terme de la journée va signer la pole position, c'est-à-dire qu'il partira en première position. Donc les qualifications se divisent en 3 parties. Il y a Q1, Q2 et Q3. En gros, ils font plusieurs fois la course avant la course. Mais il faut quand même savoir que le choix de pneus devient primordial pour cette session parce que le pilote ne pourra plus changer de type de pneu pour le départ de la course. Donc en gros, pour les qualifs, tu choisis tes pneus et après, tu dois garder les mêmes pour le lendemain, quoi. Il faut donc plutôt avoir une bonne appli météo pour anticiper la pluie, par exemple. Bon, après, j'espère pour eux qu'ils ne regardent pas les prévisions sur l'iPhone parce que là, c'est jamais vraiment précis. Mais à l'inverse, les pilotes qui sont extérieurs au top 10, eh bien eux, ils peuvent démarrer la course avec les pneus de leur choix. C'est vraiment les 10 premiers qui, donc, comme ils sont devant, ils ont des obligations, quoi. Et puis vient le jour J, celui de la course, le dimanche. La distance d'un Grand Prix est comprise entre 305 et 310 km, mais sa durée ne doit pas excéder 2 heures. Le directeur de la course stoppera le Grand Prix si cette durée est atteinte. Par exemple, si jamais la course est ralentie par la pluie, et ben voilà, le gars, au bout de 2 heures, il arrête et le classement est validé. Depuis 2010, les 10 premiers gagnent des points en fonction de leur classement. Il y a 25 points pour le vainqueur, puis 18 points pour le deuxième, 15 points pour le troisième, 12 points pour le quatrième, etc., etc. Et ça descend jusqu'à 1 point pour les 9 derniers. Mais depuis 2019, en plus du barème existant, le pilote détenteur du record du tour gagne 1 point. Mais attention, pendant la course, il y a des commissaires de course, qu'on appelle aussi des signaleurs, comme on dit au Québec, qui sont là pour agiter des drapeaux et ainsi assurer la sécurité des pilotes au maximum. Et en gros, les drapeaux, en fonction de la couleur, le message est différent. C'est une sorte de code de la route, je sais pas comment vous dire. Par exemple, si on agite le drapeau arc-en-ciel, c'est pour dire que les LGBT ont bien évidemment leur place sur la piste, mais c'est quand même assez rare de le voir en pleine course. Non, ce qui est plus habituel, c'est le drapeau jaune, celui qui prévient d'un danger. Par exemple, si Éric Zemmour approchait, paf, drapeau jaune. En course, s'il est brandi, ça indique une interdiction de dépasser. Quand il est juste agité, ça veut dire qu'on demande au pilote de ralentir. Et il y a plein de drapeaux. Par exemple, le drapeau vert qui indique, lui, la fin de l'incident signalé par le drapeau jaune. Il y a un drapeau noir avec une tête de mort qui indique un bateau pirate. Un drapeau rouge avec un soleil jaune à 8 rayons, ça c'est celui de la Macédoine du Nord. Et enfin, il y a le drapeau à damier, le plus connu de tous, qui est également celui qui fait plaisir. Et lui, il vient marquer la fin de la course ou la fin d'une séance d'essai, qualificative ou non. Il y a 2 coupes à gagner, une coupe constructeur et une coupe de pilote. D'ailleurs, en général, ils gagnent ensemble. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Non, il y a quand même 2 trucs qui me font rêver en Formule 1. Déjà, il y a le changement des pneus. Non, c'est quand même fou la vitesse à laquelle ça se fait. C'est un véritable balai pour changer les roues au stand. Et le record, c'est l'équipe Red Bull qui change les 4 roues en moins de 2 secondes. C'est un truc de malade. Moi, juste de sortir le cric et d'essayer de voir comment ça marche, ça me mettrait 2 heures. Mais là, eux, en 2 secondes, truc de malade. Le deuxième truc qui me fascine, moi, c'est les pilotes qui s'arrosent avec un magnum de champagne sur le podium. J'ai jamais compris le délire. Je trouve que c'est extrêmement cher. Je vois pas pourquoi on le gaspille. Mais alors sachez qu'il y a même des coureurs qui boivent le champagne avec dans la fameuse tradition qui est la tradition du choui, qui est une tradition australienne à la base. Et en gros, ça veut que le pilote, il boive dans sa chaussure. Voilà, celle qu'il a portée, je précise. Voilà. Donc finalement, je trouve que c'est pas si pire de s'arroser avec du champagne. En plus, ça tâche pas, c'est impec. Bon, par contre, faut que j'arrête de couper les mots comme ça, c'est un sup. Enfin, dernier point que je voulais aborder, c'est la place des femmes dans la Formule 1. Depuis les débuts du championnat du monde en 1950, il y a seulement 2 femmes qui ont pris le départ d'un Grand Prix. Maria Teresa de Filippis, qui en a fait 3 en 1958, et Léla Lombardi, qui en a fait 12 entre 75 et 76. En mars 2023, il y a Lucy Wolf, qui est une ancienne pilote, qui a été nommée directrice exécutive de la F1 Academy, la formule de promotion du sport automobile féminin. Et elle chapeaute le nouveau championnat mondial de la F1 Academy Series, qui voit s'affronter 15 femmes pilotes dans 5 écuries différentes sur une saison de 21 courses. Donc il n'y a pas beaucoup de femmes dans la Formule 1, mais depuis peu, il y en a quand même. Très très peu, puisque c'est vraiment mars 2023. Voilà, ça c'était la Formule 1, mais en vulgaire. Cet épisode a été écrit beaucoup par Quentin Thiriot et un peu par moi, Marine Bausson, d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les 3. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.